Le steak dans l'assiette était intact. Des verres en cristal scintillaient sous un éclairage chaleureux, mais Richard Moreau ne le remarquait pas. Il restait assis, immobile dans son costume sur mesure, le regard perdu vers quelque chose de lointain, quelque chose que nul autre ne pouvait voir. Puis, sans un mot, une petite fille passa près de sa table, s'arrêta et glissa une serviette pliée à côté de sa main. Il l'ouvrit, et pour la première fois depuis des années, il pleura. Il ne connaissait même pas son nom, juste quelques lettres maladroites sur une serviette, et pourtant, elles avaient fissuré un chagrin qu'il avait passé des années à tenter de réduire au silence. Richard Moreau n'était pas seulement un homme riche, il était de ceux qui possédaient tout ce que l'argent peut acheter, et plus rien de ce qui comptait vraiment. Ce soir-là, dans un restaurant haut de gamme qu'il avait fréquenté d'innombrables fois, quelque chose bascula. L'enfant d'une inconnue perçut une tristesse que le monde ignorait, et en une seule phrase innocente, elle lui offrit ce qu'aucune fortune ne lui avait jamais donné: la compréhension. Ceci n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de mémoire, des blessures invisibles que nous portons, de la manière dont un homme au cœur brisé retrouva un fragment de son âme au moment où il s'y attendait le moins. Restez avec moi, car parfois, la plus petite voix détient la vérité que nous redoutons le plus d'entendre. Il n'avait pas toujours été ainsi. Il fut un temps où la présence de Richard Moreau illuminait une pièce, non par sa fortune, mais par son ardeur. Un homme qui avait bâti un empire technologique à partir de rien, qui transformait les revers en stratégie, qui surpassait en travail, en réflexion, en rapidité tous ceux qui l'entouraient. Mais cette flamme s'était éteinte depuis longtemps. Chaque matin, il suivait la même routine stérile. Réveil dans son penthouse surplombant Paris, salle de sport, café noir, voiture qui attendait en bas. Réunions enchaînées, les unes après les autres, gérées avec une précision robotique. Sa voix, autrefois impérieuse, s'élevait rarement au-dessus d'un murmure. Ses yeux, vifs comme jamais, étaient ternis par quelque chose de plus profond que la fatigue. Son personnel l'admirait. Les investisseurs le respectaient, mais personne ne le connaissait vraiment. Cet après-midi-là, son assistante personnelle lui rappela une date que nul autre n'osait mentionner. « Monsieur Moreau, j'ai vu le calendrier. Voulez-vous que j'annule votre réservation pour ce soir ?» Il marqua une pause. Un long silence emplit le bureau. « Non, dit-il enfin, la voix neutre. Même endroit, même heure. » C'était le 5e anniversaire de la mort d'Étienne. Il n'avait pas besoin qu'on le lui rappelle. Cette date était gravée au fer rouge dans chaque cellule de son corps. Son fils, Étienne Moreau, avait 10 ans quand il était mort. Brillant, curieux, obsédé par l'espace et les fusées. Il s'asseyait souvent à la fenêtre, attendant le retour de son père. Mais le plus souvent, Richard travaillait tard, voyageait, développait l'entreprise pour l'avenir d'Étienne. Désormais, il n'y avait plus d'avenir, plus d'Étienne, seulement le silence. Richard n'avait jamais parlé publiquement de cette perte, pas une seule fois. Même avec des amis proches, ou les rares qui lui restaient, il gardait cela enfoui. Il était devenu un homme de verre, intact en apparence, brisé à l'intérieur. Ce soir-là, comme chaque année, il était assis seul au Dôme Céleste, un restaurant dont Étienne avait dit un jour qu'il sentait les nuages. Il commandait toujours le même repas, steak saignant, purée de pommes de terre avec un supplément de beurre, le plat préféré d'Étienne. Et tandis que les familles riaient et trinquaient autour de lui, Richard restait immobile, imperméable à la chaleur ambiante, jusqu'à ce qu'une petite fille, Léa, apparaisse à sa table, et fit la seule chose qu'aucun adulte n'avait osé faire en 5 ans. Elle le vit, pas le milliardaire, pas le dirigeant froid, juste un homme qui se noyait silencieusement dans son propre chagrin. Mais pour comprendre pourquoi ce moment brisa quelque chose en Richard, vous devez savoir ce qu'il avait perdu. Étienne Moreau n'était pas seulement son fils, il était la raison d'être de Richard. La seule chose dans sa vie qui n'était ni calculée, ni négociée, ni optimisée. Quand Étienne naquit, Richard était déjà profondément engagé dans la construction de Moreau Industries. Il se promit
qu'il ferait tout pour Étienne, chaque nuit blanche, chaque bataille en salle de conseil, chaque milliard gagné. Il se disait que tout cela en vaudrait la peine. Étienne, cependant, ne voulait pas plus de choses. Il voulait du temps. Il voulait un papa qui puisse regarder un film entier sans vérifier ses emails, qui vienne aux kermesses scientifiques, qui l'écoute parler des phases de la Lune comme si c'était important. Et Richard essayait, vraiment. Mais essayer n'était pas la même chose qu'être là. Il y avait un week-end qui le hantait plus que tout autre. Étienne l'avait invité à une journée portes ouvertes au camp spatial de l'école. Il avait dessiné une petite affiche qui disait « Mon papa était la personne la plus intelligente de l'univers ». Richard promit qu'il serait là. Il avait même libéré son emploi du temps. Mais ce matin-là, un investisseur de dernière minute arriva de Tokyo. Richard cligna des yeux et la décision fut prise. Il ne vit jamais l'affiche. Et 3 semaines plus tard, Étienne n'était plus. Une maladie neurologique rare, soudaine, agressive. En quelques jours, leur monde s'effondra. Richard fit tout ce qu'il savait faire. Il trouva les meilleurs médecins, le transféra dans le meilleur hôpital, actionna tous les leviers que l'argent pouvait atteindre. Mais rien de tout cela n'eut d'importance. La dernière nuit d'Étienne, il était à demi conscient. Richard était assis à côté de lui, tenant sa petite main, murmurant des promesses. « J'arrêterai de travailler, je serai meilleur, je ferai les choses bien cette fois. » Mais Étienne était trop loin pour répondre. Leur dernière vraie parole avait été une dispute. Étienne, frustré et les larmes aux yeux, avait crié « Ton téléphone t'importe plus que moi !» Richard avait haussé le ton. « Dis quelque chose qu'il ne se pardonnerait jamais. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Et tu ne le vois même pas. » Maintenant, Étienne était parti. Et Richard vivait dans une tour de verre bâtie sur la culpabilité. Voilà pourquoi la serviette le brisa. Parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un regarda au-delà du costume, au-delà du pouvoir, et ne vit que la douleur. Et dans l'écriture d'un enfant, une porte qu'il pensait scellée à jamais commença à s'entr'ouvrir. Le papier était rugueux entre ses doigts. Il était plié de travers, un peu taché par un pouce barbouillé de confiture. Il le déplia lentement, presque comme s'il craignait ce qu'il y trouverait. L'écriture était maladroite, les lettres inégales, mais assez claires. « Tu as l'air triste. Mon papa dit que la tristesse, c'est de l'amour qui ne sait pas où aller. Je crois que quelqu'un te manque. Ce n'est pas grave. Moi aussi, des gens me manquent. » Léa, Richard la contempla. Puis quelque chose en lui céda. Ses épaules s'affaissèrent, sa mâchoire se crispa, son souffle se bloqua. Et alors, silencieusement, les larmes vinrent. C'était le genre de pleurs qui ne demandent pas la permission. Ils ne rugirent pas. Ils s'effondrèrent, silencieux, profonds et incontrôlables. Des années de silence et de retenue se brisant pour une phrase écrite au crayon de cire. Autour de lui, les serveurs se déplaçaient discrètement. Personne ne dit un mot. Le brouhaha des tables voisines se fondit en un bruit de fond. Des verres trinquèrent, des couverts grincèrent, des rires résonnèrent doucement. Mais à l'intérieur de Richard, tout s'immobilisa. Il pressa la serviette contre sa poitrine comme si elle pouvait disparaître s'il la lâchait. Un bref instant, il regarda autour de lui, cherchant la fillette. Mais elle était partie. Seule la serviette restait, l'écho de quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis une demi-décennie. Un lien. Et puis, tout aussi rapidement, les vieux réflexes revinrent. Il s'essuya le visage, se leva, boutonna sa veste de costume, laissa un pourboire généreux et sortit. Sur le chemin du retour, il ne parla pas. Son chauffeur remarqua que le silence était plus lourd que d'habitude, mais ne posa pas de questions. Dans le penthouse, Richard se versa un verre, s'assit sur le bord de son lit. Les lumières de la ville clignotaient à travers les fenêtres, indifférentes à l'homme assis, fixant le vide. Il ouvrit le tiroir de sa table de nuit. À l'intérieur, il y avait 5 choses. Une minuscule fusée en plastique, un dessin de Saturne avec un bonhomme allumette légendé « Moi et papa », un ticket de cinéma d'Interstellar, un bracelet d'hôpital et l'éloge funèbre qu'il n'avait jamais prononcé. Il sortit le dessin et plaça la serviette à côté. 2 petits morceaux de papier,
l'un du garçon qu'il n'avait pas pu sauver et l'autre d'une fillette qu'il ne connaissait pas. Il tenta de dormir cette nuit-là, mais ses rêves furent différents. Dans l'un d'eux, Étienne se tenait sur une colline, montrant les étoiles. « Elles sont toujours là, papa, » dit-il. « C'est toi qui as arrêté de regarder en l'air. » Richard se réveilla en sursaut. Il était 3h12 du matin. Il s'assit dans la cuisine, lumières éteintes, serrant la serviette. Et à cet instant, quelque chose changea. Ce n'était pas la paix, ce n'était pas la guérison, c'était une douleur lancinante. Mais cette fois, il ne la fuit pas. Il la laissa entrer. Il murmura à voix haute pour la première fois depuis des années « Tu me manques, mon grand. Tu me manques tellement. » Et vous, avez-vous déjà porté un chagrin si silencieux que personne ne savait même qu'il était là, jusqu'à ce que quelque chose le fasse éclater? Peut-être était-ce une chanson, une odeur, une phrase d'un inconnu. Si vous avez déjà ressenti cette douleur invisible, partagez votre histoire dans les commentaires. On ne sait jamais, vos mots pourraient être la serviette que quelqu'un d'autre attend de lire. Le lendemain matin, Richard ne suivit pas sa routine habituelle. Il n'alla pas à la salle de sport. Il ne consulta pas son agenda. Il ne répondit pas aux dizaines d'emails qui s'accumulaient sur son téléphone. Au lieu de cela, il se dirigea vers le petit meuble du salon, celui qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Il contenait les seuls souvenirs matériels qui lui restaient d'Étienne, des dessins, des livres de sciences, un modèle réduit cassé du système solaire et un petit enregistreur vocal avec lequel il jouait en voiture. Étienne prétendait être un commandant de la NASA, enregistrant des missions spatiales depuis la banquette arrière. Richard le prit et appuya sur lecture. Une jeune voix grésilla à travers les parasites. Journal de bord 17. Papa a apporté des goûters cette fois. Peut-être qu'il apprend. Un rire. Fin du journal. Il s'assit, complètement immobile, tenant l'enregistreur comme s'il s'agissait de quelque chose de vivant. Et c'est alors que cela se produisit, quelque chose de discret, presque imperceptible. Pas une révélation, pas le pardon, juste une lueur. Il se souvint d'une nuit, il y a des années, où Étienne s'était endormi sur la banquette arrière après un film. Richard l'avait porté à l'intérieur, l'avait bordé et l'avait simplement regardé respirer un moment. Ce moment avait semblé plus réel que n'importe quel triomphe en salle de conseil ou victoire en bourse. À l'époque, il pensait qu'il aurait plus de temps. Maintenant, il ne lui restait que des fragments, mais peut-être, juste peut-être, que des fragments pouvaient encore devenir quelque chose. Cette pensée ne lui aurait pas traversé l'esprit avant Léa, avant cette serviette, avant que quelqu'un ne lui rappelle que la tristesse, c'est de l'amour qui ne sait plus où aller. Peut-être était-il temps de donner à son amour un endroit où aller. La pensée persista. Cet après-midi-là, Richard fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis la mort d'Étienne. Il retourna à l'ancienne école de son fils. La réceptionniste ne le reconnut pas au début, mais quand il donna son nom, ses yeux s'adoucirent. « Vous êtes le père d'Étienne », dit-elle presque dans un souffle. Il était spécial. Elle l'amena voir Madame Clara, l'institutrice de CE2 d'Étienne. La classe n'avait pas beaucoup changé. Mêmes affiches d'alphabet, même globe terrestre délavé. Mais pour Richard, cela ressemblait à une autre vie. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. « Je ne suis jamais venu aux réunions parents-professeurs, » dit-il finalement. « Je disais toujours que j'étais trop occupé. » Madame Clara hocha doucement la tête. « Il disait toujours que vous construisiez des fusées, que vous étiez occupé à aider le monde. » Cela le frappa plus durement que toute autre chose. Étienne n'avait jamais cessé de le défendre, même quand il ne le méritait pas. Elle chercha dans un tiroir et lui tendit un morceau de papier froissé. « Il a fait ça en classe un jour. Je l'ai gardé pour une raison quelconque. Peut-être que je savais qu'un jour vous en auriez besoin. » C'était un simple croquis. Un papa en bâtonnet, tenant la main d'un garçon sous un ciel plein d'étoiles. En bas, Étienne avait écrit « C'est mon héros, même quand il est fatigué. » Richard le fixa longuement. Puis quelque chose en lui s'ouvrit. Pas complètement, mais suffisamment. Quand il quitta l'école, le monde semblait plus bruyant, plus texturé. Il remarqua le son des enfants qui riaient dehors,
la façon dont la lumière du soleil tombait entre les bâtiments, des détails qu'il avait oubliés comment voir. Chez lui, ce soir-là, il s'assit devant un cahier vierge, et pour la première fois en 5 ans, il écrivit. Pas des emails, pas des chiffres. Il écrivit une lettre à Étienne. Elle n'était pas soignée, elle n'était pas parfaite, mais elle était honnête. Ton rire me manque. La façon dont tu me corrigeais à propos des anneaux de Saturne me manque. Celui que j'étais quand j'étais avec toi me manque. Il ne savait pas ce qu'il ferait ensuite. Mais quelque chose avait changé. Il avait commencé. Mais la guérison n'est pas une ligne droite. Elle fait des boucles. Et Richard aussi. Les semaines suivantes furent inégales. Un jour, il se réveillait tôt, marchait dans le jardin du Luxembourg, remarquait le chant des oiseaux. Un autre jour, il fermait les rideaux, ignorait le monde et avait l'impression de se noyer à nouveau. Un matin, lors d'une réunion du conseil d'administration, quelqu'un proposa un nouveau projet, une IA médicale pour les diagnostics pédiatriques. Normalement, Richard aurait évalué les chiffres, cuisiné l'équipe, poussé à l'efficacité. Cette fois, il resta simplement assis là, distant, silencieux. Finalement, il se leva en pleine réunion. « J'ai besoin de prendre du temps », dit-il simplement. Avec effet immédiat, il y eut un silence, des regards confus. Quelques personnes pensèrent que c'était une dépression, mais ce n'était pas le cas. C'était une libération. Il n'avait pas de plan. Juste une serviette pliée dans son portefeuille et une question qui résonnait en lui. Et si je pouvais aider un enfant comme Étienne? Cette question le mena à des bureaux de fondation, des hôpitaux pour enfants, des centres de recherche. Il n'essayait pas de réparer sa douleur, il voulait juste lui donner un but, mais le passé ne s'en va pas facilement. Un soir, il retourna au Dôme Céleste, le restaurant, espérant, absurdement, revoir la fillette. Il s'assit à la même table, commanda le même plat. Il arriva aussi intact que toujours. Elle ne vint pas, pas de serviette, pas de miracle. Et pendant un instant, Richard se sentit idiot, désespéré, comme s'il avait tout inventé juste pour ressentir à nouveau quelque chose. Le serveur s'approcha avec l'addition et Richard secoua la tête. « Pas encore », dit-il doucement. Il resta 1 heure de plus, observant les familles, écoutant, respirant, et puis il sourit, parce qu'il réalisa quelque chose. Il ne s'agissait pas de revoir Léa. Il s'agissait de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Une phrase, un changement, une petite vérité silencieuse. Et Richard sut, quelque part, un autre enfant portait cette même lumière. C'était à son tour de faire de même. 3 mois plus tard, Richard se tenait devant une foule modeste lors de l'inauguration de la fondation Étienne Moreau. Il n'avait pas prévu de parler. Mais le moment venu, il s'approcha du microphone avec quelque chose de plié à la main. Une serviette, usée par le temps, toujours lisible. Il regarda l'assistance, médecins, parents, bénévoles, quelques journalistes perplexes, et prit une profonde inspiration. « Mon fils, commença-t-il, est mort il y a 5 ans. Je n'avais jamais prononcé ces mots en public jusqu'à aujourd'hui. » La salle devint silencieuse. J'ai passé des années à penser que je l'honorais en travaillant plus dur, en construisant plus, en devenant plus fort. Mais ce que je faisais vraiment, c'était me cacher. Il brandit la serviette. Puis une petite fille, qui ne me connaissait pas, ne me devait rien, a glissé ceci sur ma table dans un restaurant. Et ces mots, la tristesse, c'est de l'amour qui ne sait pas où aller, ont débloqué quelque chose en moi. Il marqua une pause. Et maintenant, je sais exactement où va cet amour. Il y avait des larmes dans plus Dieu que les siens. La fondation, expliqua-t-il, financerait des technologies de détection précoce pour les maladies pédiatriques rares, comme celle qui avait emporté la vie d'Étienne. Elle offrirait également un soutien au deuil, aux parents et aux enfants naviguant dans les séquelles de la perte. Pas au nom de Richard, pas au nom de son entreprise, mais au nom d'Étienne. Parce que c'était ça, le but. Laisser l'amour aller là où il était nécessaire. Plus tard ce jour-là, en sortant de la salle de l'événement, il se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Pas guéri, mais de nouveau humain. Une année passa.
À l'anniversaire de la mort d'Étienne, Richard retourna au dôme céleste, mais cette fois ni par habitude, ni par punition. Il commanda le même plat. Cette fois, il en prit une bouchée. Et puis il la vit. Léa, un peu plus grande maintenant, mais indubitablement la même âme lumineuse. Elle entra en tenant la main de son père. Ils furent installés à proximité, le rire pétillant déjà entre eux. Richard se leva et s'approcha. « Excusez-moi, dit-il doucement. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. » Marc Dubois leva les yeux, curieux. Léa pencha la tête, l'étudiant. « Vous m'avez laissé un mot une fois, » dit Richard, dépliant la serviette de son portefeuille. Ses yeux s'illuminèrent. « C'était vous » demanda-t-elle à voix basse. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Je n'ai jamais pu vous remercier. » Elle sourit, timide, mais fière. « Mon papa dit que parfois, on aide les gens sans le savoir. » Marc offrit une chaleureuse poignée de main. « Elle a toujours eu le don de voir ce que les autres manquent. » La voix de Richard s'érailla légèrement. « Elle m'a aidé à retrouver quelqu'un que je pensais avoir perdu pour toujours. » Ils parlèrent un moment. De fusées, d'étoiles, d'amour qui reste même quand quelqu'un part. Et quand Léa dit au revoir, elle lui donna autre chose, un minuscule autocollant de Saturne. « Juste au cas où vous oublieriez de regarder en l'air, » dit-elle. Richard sourit. « Je n'oublierai pas, et il le pensait. » À partir de ce jour, Richard porta plus qu'une simple serviette pliée ou un autocollant de Saturne. Il porta une compréhension différente de l'amour, du deuil et de l'héritage. Étienne lui manquait toujours. Chaque jour, cela ne changea jamais. Mais la douleur ne le contrôlait plus. Elle avait une forme maintenant, un but, une voie. Grâce à la fondation, il rencontra des dizaines de familles naviguant des parcours impossibles. Il ne se présentait pas comme un milliardaire ou un PDG, il se présentait comme un père, un homme qui avait appris, trop tard mais toujours à temps, que l'amour ne meurt pas quand quelqu'un est parti. Il attend juste une direction. Parfois cette direction est un autre enfant, parfois c'est une cause, parfois c'est une phrase, écrite par un inconnu. Les gens commencèrent à lui demander pourquoi il avait changé. Pourquoi un homme comme lui ouvrirait soudainement sa vie aux autres? Et il souriait toujours, doucement, et disait la même chose. Parce qu'une petite fille m'a rappelé que la tristesse, c'est de l'amour, qui n'a pas encore trouvé le chemin du retour. Le parcours de Richard nous montre que parfois, c'est dans les moments les plus silencieux que nous entendons les vérités les plus fortes. Une serviette pliée, les mots honnêtes d'un enfant, un souvenir que nous avons tenté d'enfouir. Ils n'effacent pas la douleur, mais ils peuvent nous ramener à ce qui compte. Et vous, quel moment a ouvert une brèche en vous? Quel petit geste vous a aidé à vous sentir à nouveau vu? Partagez-le dans les commentaires. On ne sait jamais qui pourrait lire, qui pourrait avoir besoin de votre histoire pour se sentir un peu moins seul ce soir. Si cette histoire vous a ému, laissez un like. Cela aide plus que vous ne le pensez. Et si vous croyez au pouvoir des histoires qui guérissent, qui touchent l'âme, et nous rappellent que nous ne sommes pas brisés, juste humains, abonnez-vous à la chaîne. La prochaine pourrait être l'histoire que vous avez besoin d'entendre. Merci d'avoir regardé. Et où que vous soyez ce soir, n'oubliez pas de lever les yeux.